Bonjour et bienvenue pour ce débat. Nourrir les hommes, les nouveaux défis de l'agriculture, un débat qui s'annonce vraiment passionnant sur une question, j'allais dire, aussi vieille que l'humanité. Vous vous souvenez que autrefois, dans les textes bibliques, on parlait des années de vaches maigres et des années de vaches grasses. Dans notre mémoire collective, dans notre imaginaire, il y a aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les jours avec et les jours sans. L'idée qu'il fallait pouvoir justement se nourrir, que c'était le premier droit et peut-être même la première des libertés. Et dans les années 60, on a vu apparaître ce qu'on a appelé la révolution verte, en particulier dans un certain nombre de pays du tiers-monde et d'Asie, où on a multiplié d'une certaine manière, non pas les pains, mais les récoltes, de manière à pouvoir fournir à ceux qui souffraient de la faim ou de la disette, comme on disait au Moyen-Âge, eh bien, leur fournir de quoi satisfaire à leurs besoins. Donc cette thématique de nourrir le monde, elle est, j'allais dire, consubstantielle, presque identitaire, pour employer un mot d'aujourd'hui, pour tous ceux qui ont fait profession de cultiver la terre, d'élever des bêtes, afin de nourrir leurs contemporains. Alors, pour animer ce débat, l'enrichir, et je sais qu'il va être très riche, nous avons 4 intervenants de grande qualité et je remercie les organisateurs de cette Université de la Terre de leur choix parce que qui vont aussi apporter des visions complémentaires. Ce ne sera pas la même voix qui va s'exprimer 4 fois, mais 4 points de vue, 4 expertises aussi sur ces questions si importantes, si structurantes dans notre espace public de nourrir les hommes. Alors, avec nous, Jean-Yves Foucault. Jean-Yves est à côté de moi. Jean-Yves est le président du groupe coopératif Limagrain, un groupe international dans cette terre noire de Limagne, et il se présentera évidemment plus avant dans quelques minutes. Bruno Parmentier, qui est économiste, agriculteur, auteur. Alors, j'ai vu que vous étiez agriculteur dans les débats. Vous avez été annexé à la grande famille des agriculteurs. Mais vous le méritez probablement d'être. Donc, mais c'est vrai que Bruno Parmentier est diplômé de l'école des mines de Paris et de l'école pratique des hautes études. C'est bien ça. On m'a pas mis de petites craques dans ma présentation. Et puis, on vous doit des livres importants, notamment Nourrir l'humanité en 2009 et puis Manger tous et bien. Et je pense que le bien est très important dans cet énoncé. Avec nous, mes petites feuilles. Avec nous, Philippe Tillousbord, aussi, qui est, j'allais dire, un grand monsieur de cette filière de oléoprotéagineux en France, puisqu'il a contribué, présidé à la destinée de ce grand groupe qui est Sophie Portéol, et il dirige aujourd'hui une fondation d'utilité publique qui est la fondation Avril, et il nous dira plus avant ce qu'il en est, ce qu'elle représente. Et puis Charles Hervé Gruyé, qui est le créateur de la ferme biologique du Bec et Loing, qui est un ancien marin et qui maintenant, j'allais dire, a jeté sac à terre depuis des années, et il nous expliquera quelle est sa philosophie, comment avec son épouse, qui est une juriste, ils ont créé cette ferme et ils ont non seulement réfléchi aux questions de la nourriture, de sa qualité, mais comment, j'allais dire, ils ont mis la main dans la glaise pour assouvir à la fois une passion et remplir une mission. Alors, pour commencer, je voudrais demander à Bruno Parmentier de nous fixer un peu le cadre du débat, c'est-à-dire d'un point de vue quantitatif, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les enjeux, nourrir les hommes, très bien, ça a toujours été un continuum du temps, mais qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, ce défi de nourrir la planète, de nourrir les hommes? Oui, bonjour. Alors, on est combien? Pas dans cette salle, sur Terre. Un peu plus de 7 milliards d'œufs. Donc, il s'agit de dire comment on fait pour donner à manger à tous ces gens-là. Alors, en fait, sur ces 7 milliards d'œufs, il y a 800 millions de gens qui, ce soir, vont se coucher avec le ventre vide en disant « J'ai pas pu manger. Comment je fais pour manger demain ?» C'est pas glorieux, hein? Ce chiffre de 800 millions, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est un chiffre d'une remarquable stabilité. Il y avait 800 millions de crèves-la-faim en 1900.
Il y en avait 800 millions en 1950, il y en avait 800 millions en 2000, quand les Nations Unies ont dit on va faire les objectifs du millénaire. Ils ont dit, tiens, on va diviser par 2 ce chiffre d'ici 2015. Nous sommes en 2015, eh bien, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Il y a une espèce de loi, quel que soit le nombre de gens, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Puis il y a encore 1 milliard de gens de plus qui ce soir vont se coucher avec le ventre plein, mais comme ils mangent une seule chose, par exemple que du riz ou que du manioc, leur santé est gravement détériorée parce qu'ils manquent de vitamines, de protéines, etc. Bon. Et puis, de l'autre côté de la barrière, honorablement représenté chez nous, et encore plus dans d'autres pays, il y a 1,4 milliard de gens qui mangent trop, dont 800 millions carrément obèses. Donc on voit que tout ça, ça reste encore perfectible. Alors, d'un côté, on peut dire, s'il y a 800 millions de gens qui ont faim, on a réussi à nourrir 5,5 milliards de gens de plus sur les mêmes champs depuis 1900. Parce qu'en 1900, on était à 1,8 milliard, aujourd'hui, on est 7,2 milliards. Il y a toujours autant de crève-la-faim. Donc moi, je dis bravo les agriculteurs. Ils ont fait quand même une avancée absolument considérable au XXe siècle. Alors maintenant, c'est quoi la perspective? Cette aventure se terminera probablement en 2050 autour de 9,7 milliards. Donc je te rajoute 2,5 milliards de gens. Alors c'est à peu près 30% de plus. Donc il y a un truc à peu près incontestable, il faut quand même nourrir ces 30% de gens de plus, il faut produire 30% de plus. En fait c'est beaucoup plus. Parce qu'il y a les gens, et puis à l'intérieur des gens, il y a les riches. Ah, les petits riches, hein, les classes moyennes. Les classes moyennes du monde, ben, qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils ont un peu d'argent? Ils mangent de la viande, des œufs, du lait. Donc ils mangent de la nourriture transformée. De la nourriture transformée, entre parenthèses, par des animaux à sang chaud. Des animaux à sang chaud qui ont la fâcheuse habitude de consacrer une bonne partie de leur nourriture à se chauffer, bêtement. Donc, je veux dire, la transformation de végétaux en animaux, c'est quelque part une affaire qui est très peu productive. Donc, en fait, il faut produire beaucoup plus que 30% de plus. Il va falloir produire à peu près 70% de plus. Alors, ne nous méprenons pas. Ce n'est pas 70% en France. Attendez, mais en France, on mange déjà trop, on ne fait plus d'enfants. Donc en France, ça va. Je veux dire, c'est extrêmement différent. Il y a l'Europe, qui va être un pays d'abondance alimentaire, où on va parler gastronomie, et il y a le reste du monde qui crève la faim. Donc par exemple, pour situer, il faut tripler la production agricole en Afrique. Et il faut la doubler en Asie. Donc on a un énorme problème de quantité. Alors, d'un côté, on peut dire, ce qu'on a à faire au XXIe siècle est un chemin beaucoup plus simple que celui qu'on a fait au XXe. Au XXe, on a nourri 5 milliards de gens de plus, là, c'est seulement 2,5 milliards. Oui, mais attendez, justement, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ce qu'on sait faire, et notamment en France, c'est utiliser énormément de ressources non renouvelables pour se faire à manger. Donc, grosso modo, les écoles d'agriculture, jusque-là, c'était très facile. Hein, c'est toujours plus de nourriture, pas toujours mieux, et avec plein de ressources. Ben maintenant, on sait que la terre est limitée, et ces ressources non renouvelables, on arrive au bout. Donc c'est maintenant que commence l'agriculture. Jusque-là, c'était facile, l'agriculture. Ouais, attendez, produire plus avec plus, et souvent moins bien, ça va. On est quasiment à l'an 1 de l'agriculture. Maintenant, il s'agit de produire plus et mieux avec moins. C'est bien plus excitant, mais bien plus difficile que produire plus et moins bien avec plus. Et donc, il faut se garder de dire qu'il ne faut pas être productiviste. Mais bien sûr qu'il faut être productiviste. Il faut augmenter de 70% la production agricole. Le problème, c'est un déplacement. Et c'est un déplacement d'autant plus important qu'on a cassé le joujou, on en parle en ce moment, hein, la planète se réchauffe. Et l'agriculture, c'est la première victime, c'est aussi une des premières causes, mais c'est la première victime du réchauffement climatique. Enfin, pas l'agriculture européenne, ça va, vous savez. La France, c'est le 133e pays qui va souffrir du réchauffement climatique. En France, ça va. Non, mais l'agriculture va souffrir justement dans les pays où il faut impérativement augmenter la production. C'est là qu'il va y avoir les cyclones, c'est là qu'il va y avoir les inondations, c'est là qu'il va y avoir les sécheresses, c'est là qu'il va y avoir les maladies, c'est là qu'il va y avoir les épidémies. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Enfin, il nous reste à faire une nouvelle révolution agricole complète.
C'est-à-dire, au lieu de nier la nature et de la violer complètement et de remettre des poudres violettes, jaunes, oranges et de tout remuer, de tout recommencer à zéro, en fait, maintenant, il faut intensifier les processus écologiques. Maintenant, il faut une agriculture écologiquement intensive. Alors qu'avant, on avait une agriculture chimiquement intensive. Alors, juste pour situer à quel point ça va être une révolution. On ne labourera plus la terre. Labour, finalement, ça fait 400 ans qu'on dit que c'est bien. C'est fini. Il faut cultiver la terre 365 jours par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en ce moment, la France, elle est marron. C'est-à-dire que le soleil qui arrive sur nos champs ne sert à rien. Tout rayon de soleil qui arrive sur un champ doit fixer du carbone et de l'azote. On doit cultiver les champs 365 jours par an. Premier truc. Deuxième, on va mettre des mélanges de plantes qui s'aident à pousser. Qu'est-ce que c'est que cette folie de dire je mets la même espèce de la même variété sur 20 hectares? Mais vous imaginez la joie des insectes et des maladies qui arrivent au début du champ, qui ramènent tous leurs copains, il y a 20 hectares à manger. Non, il faut absolument mettre des mélanges de plantes qui s'aident complémentaires. Troisièmement, il faut remettre des arbres partout. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Hein. On a payé les paysans pendant des dizaines d'années pour retirer les haies, ben maintenant on va en remettre. Voilà, il faut remettre des haies partout, ne serait-ce que pour refroidir la planète. Hein. Et là, c'est un cercle vertueux extraordinaire. On peut refroidir la planète tout en se faisant à manger. Et le secret de ça, c'est fixer le carbone. Parce que finalement, ce n'est pas les plombiers ni les marchands de téléphones portables qui vont fixer le carbone qui est là-bas. C'est forcément les paysans. C'est forcément des plantes et des arbres. Mais en même temps, en remettant des plantes et des arbres partout en permanence, justement, on refroidit la planète en se faisant à manger. Et puis, au lieu d'éradiquer toutes les espèces avec des pesticides, des insecticides, etc., il va falloir travailler intelligemment et s'allier avec les vers de terre, s'allier avec les abeilles, avec les carabes, avec les chouettes, etc., pour refaçonner tous ces équilibres. Et donc, ça va être absolument passionnant. Et cette agroécologie, elle a finalement deux buts. Dans nos pays où on produit beaucoup, c'est d'abord produire autant avec moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins d'engrais, beaucoup moins de pesticides, etc. Beaucoup moins de pétrole, beaucoup moins de labour, beaucoup moins de tracteurs. Et dans les pays tropicaux, où justement la productivité n'est pas encore très bonne, mais où les forces de la nature sont énormes, on peut parfaitement arriver à tripler la production agricole africaine par des mesures agroécologiques. Le problème, c'est quand est-ce que les Africains commencent à faire de l'agriculture, quoi, hein? Parce que voilà, il y a un continent oublié de l'agriculture, c'est l'Afrique. Finalement, l'Amérique latine a développé son agriculture, l'Asie a développé son agriculture, et là, l'Afrique, c'est un problème absolument fondamental. Il faut tripler la production agricole en Afrique. On ne peut pas le faire avec des tracteurs et des pesticides, etc., parce que c'est la fin d'une époque. Mais c'est vraiment l'endroit numéro 1 où on pourra le faire avec de l'agroécologie. Voilà. Merci beaucoup, Bruno Parmentier, pour cette entrée en matière, comme vous l'avez vu, très vigoureuse. Et très passionnante. Dans votre intervention, on a envie de tout retenir et on retient en particulier cet an 1 de l'agriculture et cet appel que vous lancez à une révolution, une agriculture intensive d'un point de vue écologique, puisqu'en effet l'intensif a été le chimique et le mécanique depuis plus d'un demi-siècle. Et je pense qu'effectivement que ça ouvre des perspectives très très intéressantes, sachant quand même, vous l'avez fixé, l'enjeu quantitatif reste très très important et plus que le seul tiers qui correspond à l'augmentation prévue de la population mondiale. Philippe Tillous-Borde, à vous la parole. D'abord nous dire en quelques mots Sophie Protéol et la Fondation Avril, et puis votre vision de cette évolution de l'agriculture mondiale pour remplir ces objectifs de nourriture et d'approvisionnement pour chacun d'entre nous sur cette planète. Merci de passer la parole et bonjour à tous. Bon, effectivement, je suis moi le cofondateur du groupe Sophie Protéol, qui est un des leaders français et très important en Europe du domaine des huiles et protéines végétales. C'est le sieur, c'est la nutrition animale sans DERS, c'est également les œufs matines, par exemple, pour illustrer le groupe.
Alors, je suis maintenant le président de la Fondation Avril, Fondation reconnue d'utilité publique. C'est en fait l'évolution de la gouvernance du groupe Sophie Protéol, devenu groupe Avril, et la Fondation reconnue d'utilité publique. Au-delà d'assurer la pérennité de ce groupe, ça veut dire que finalement une bonne partie du capital du groupe est détenue dorénavant par une fondation reconnue d'utilité publique. C'est quand même assez innovant chez nous, en France. Au-delà de ça, les missions de la fondation, qui sont évidemment publiques, qui sont sur le site, puisque c'est une FRUP, comme on dit, sont au cœur des ruralités. C'est-à-dire que nous soutenons la promotion donc, et nous soutenons l'entrepreneuriat dans le monde rural, dans l'hyper-ruralité, comme on le dit, c'est-à-dire les zones un petit peu éloignées qui, aujourd'hui, posent des problèmes avec une certaine forme de désertification humaine qui s'installe. Donc relancer un peu cet entrepreneuriat, s'il s'agit de petites entreprises, bien entendu, et nous le faisons avec l'appui de structures de microcrédit que nous amenons dans ces zones alors qu'elles étaient plus habituées aux villes. C'est aussi le sujet de l'alimentation saine et durable, tout le sujet qui tourne autour justement des circuits courts et d'une alimentation saine. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut la promouvoir mieux? Pour ce qui est de l'Afrique, puisque nous intervenons à France et Afrique, évidemment, on intervient au niveau de la Fondation Avril, principalement en zone sud, dans l'Afrique, comme je le disais, et il s'agit du développement agricole. On reviendra dessus. Le dossier a été campé tout à l'heure par Bruno Parmentier. Donc c'est une jeune fondation, puisqu'elle a tout juste 1 an. Le décret de reconnaissance d'utilité publique date du mois de décembre l'année dernière. Alors pour revenir maintenant dans le sujet qui est proposé, et je dirais pour faire suite à l'exposé déjà de Bruno Parmentier, qui à mon avis a bien campé la problématique. Oui, c'est vrai, des progrès colossaux ont été faits toutes ces dizaines d'années en arrière pour nourrir le monde. Ce qu'on pourrait rajouter à ce qu'il a dit, c'est que à peu près 80% de la production, de l'accroissement de la production qui a été nécessaire depuis ces 50 dernières années, elle s'est faite par l'amélioration de la productivité, et uniquement une vingtaine de pourcents par l'augmentation des surfaces cultivées. Donc ce qui démontre bien, je dirais, le progrès agricole qui s'est fait. Là, quand je dis ça, c'est pas en France uniquement, c'est sur toute la planète. Donc on nous prévoit, quand la FAO sort ses rapports 2012, à peu près la même vision pour le futur, avec les chiffres effectivement qui ont été mentionnés d'accroissement de la production agricole, de la consommation des produits annoncés, c'est-à-dire là aussi plutôt une augmentation de la productivité et pas trop d'augmentation des surfaces agricoles. À peu près aussi le rapport 80-20. 20% d'augmentation de surface, 80% de productivité. Est-ce que dans ces chiffres, tout a été bien pris en compte, et notamment la situation nouvelle, accrue du changement climatique? Ça, on va peut-être apporter des bémols là-dessus. En tout cas, il faut en prendre certainement beaucoup plus en compte cette nouvelle situation. Ce qu'on doit aussi retenir, ça a été mentionné, mais le quantitatif, c'est une chose. Il y a effectivement je dirais la transition alimentaire, des nouvelles alimentations, parce que la population évolue. En Europe, par exemple, on s'attend en 2030 à avoir 1/3 de la population qui aura plus de 60 ans. On ne se nourrit pas de la même manière. Si on prend l'Asie, c'est 50% de la population qui aura plus de 60 ans à peu près à la même époque. Donc c'est des changements qui sont très importants, dont il faut tenir compte. Et d'ailleurs, on le voit bien, cette alimentation nous conduit à réclamer encore plus de protéines,
de protéines végétales, et de protéines végétales, pas forcément pour la consommer en direct, mais justement pour pouvoir nourrir aussi les animaux. Donc, pareil, si on parle à 15 ans, c'est 40% de plus de protéines végétales nécessaires dans le monde pour répondre effectivement à ces besoins alimentaires. Donc, c'est je dirais, typologies d'alimentation qui évoluent, en plus évidemment des souhaits des populations qui atteignent un niveau de vie, je dirais, amélioré, un niveau de vie supplémentaire et qui cherchent évidemment un confort de vie, un confort d'alimentation. Alors moi je pense qu'effectivement par rapport à toutes ces données, il faut quand même voir les choses avec prudence, à la fois parce que le consommateur, le citoyen, il est de plus en plus exigeant, il demande de la qualité des produits qui lui sont offerts. Je pense qu'on a réussi à produire quantitativement suffisamment, mais on a peut-être aussi un petit peu, il faut le reconnaître, sur nos sujets de l'environnement, passer un petit peu rapidement, et il demande évidemment qu'on prenne plus en compte le respect de l'environnement, parce que finalement les productions sont à sa porte. Donc ça c'est un point qui va être pris en compte dans la capacité dans le futur de répondre aux besoins alimentaires. C'est donc une attention beaucoup plus importante à l'environnement naturel. Et puis l'élément également qui est fondamental, et là on est en plein milieu COP21, je le mentionnais tout à l'heure, c'est le changement climatique. Le GIEC lui-même reconnaît ne pas avoir bien pris en compte encore les conséquences d'une augmentation de la température sur la capacité des sols à produire. Parce qu'on ne produit pas des produits agricoles sans évidemment avoir des sols adaptés, des sols qui sont en capacité de produire, des sols qui ont de l'humus, des sols qui captent du carbone et des sols qui ont de l'azote pour produire. Et là, la température, si elle dépasse un seuil, au-dessus de 3 degrés, on sait déjà qu'il y aura des baisses de rendement, et si on monte plus, ça sera certainement encore plus important. Donc moi je vois dans les perspectives qu'on doit prendre en compte, et on pourra, je dirais, approfondir ensuite le sujet, 3 points pour moi essentiels. Il y en a un, c'est le sujet quand même du gaspillage. Alors le gaspillage alimentaire, il est différent si vous êtes dans les pays du Sud et au niveau de la production. Ça c'est beaucoup plus. On l'estime à 30%. Les rapports, je dirais, de la FAO ou d'autres instances internationales convergent. 30% de pertes de matières premières à la production parce que il y a de mauvais stockages, il y a des transports qui ne sont pas adéquats pour acheminer la production jusqu'au lieu de consommation. Donc différentes perturbations qui conduisent à des pertes colossales. Donc ça, il faut lutter contre ces sujets-là. Il y a à investir, il y a des problèmes routiers, il y a toute une série de choses. Évidemment, c'est plus prégnant dans les pays du Sud qu'au niveau européen, mais encore. Au niveau des pays développés, là, vous le savez bien sûr, parce que ça a déjà été dit, le gaspillage il est plutôt en aval, c'est-à-dire au niveau de la consommation, du consommateur, au niveau du consommateur lui-même, et au niveau aussi de la chaîne de distribution, au niveau de la chaîne de production et de transformation des produits alimentaires. Donc, si, je dirais, un œil particulier, une attention précise est portée sur ce point-là, sur ce point du gaspillage, je pense que déjà on saura mieux répondre à la problématique posée sur l'alimentation de la planète. Le deuxième point que je veux souligner, c'est qui a peut-être été un peu oublié, mais qui ne peut pas non plus se faire tout le temps, c'est produire près de chez soi. Alors le produire près de chez soi, je dirais, ça va
aussi bien en France, au niveau de nos régions, favoriser la production et la consommation régionale. Je dois dire qu'au passage, c'est ce qui m'a animé pendant les 30 ans de construction du groupe Sophie Protéol, c'est que nous étions tellement déficitaires en protéines végétales à l'égard du continent américain que ça devenait dramatique. Et donc, c'était une orientation stratégique forte qui nous a permis, au passage, de doubler nos productions de protéines végétales en France et en Europe en une trentaine d'années, ce qui n'était pas si facile que ça à réussir. Donc, avoir près de chez soi, je dirais, la production adéquate, de qualité. Et quand je dis près de chez soi, ça veut dire aussi au niveau régional. Régional d'une zone régionale favorisée, de proximité. Par exemple, pour nous, le nord de l'Afrique, le bassin méditerranéen, qui se trouvera de toute façon en déficit de production compte tenu de sa population, il est proche de la zone nord-Méditerranée et donc il est naturel que dans cette grande zone géographique puissent s'instaurer des échanges de production, des échanges commerciaux complémentaires. Néanmoins, notamment quand on a parlé tout à l'heure, comme Bruno Parmentier l'a souligné, le gros challenge sur l'Afrique, c'est sur le continent africain que doit se développer la production et les pays d'Afrique ne peuvent pas attendre pour se développer, pour se nourrir, évidemment, les importations venant de zones tiers. Certaines zones du monde ne sont pas dans cette situation-là. L'Afrique est capable de produire, alors que lorsque vous analysez un peu la situation en Asie, en Chine notamment, qui va quand même aussi avoir sans doute une augmentation de sa population plus importante que ce qui avait été estimé auparavant compte tenu des décisions politiques récentes, la Chine est dans l'incapacité de produire pour sa population et actuelle et future. Et donc on a des transferts d'alimentation, de denrées qui sont sud-sud, que le sud des États-Unis ou le sud de l'Amérique, pardon, ou les États-Unis apportent largement des denrées alimentaires à la Chine est quelque chose qui vraisemblablement restera pérenne, même si des efforts doivent être faits au niveau chinois. Mais ça, je dirais, on n'y peut rien. Ce qui serait beaucoup plus grave, c'est de voir la Chine, la Corée s'accaparer des terres sur un continent comme l'Afrique, par exemple, et c'est ce qui est en train de se faire dans certains endroits, pour se préparer à pouvoir approvisionner sa propre population. Alors que sur le plan des besoins, l'Afrique a évidemment des besoins propres qu'elle doit assurer sur les 30 prochaines années. Et là, on est au cœur d'agriculture adaptée, à mon avis d'agriculture familiale, parce que si l'Afrique veut réussir son challenge, ce n'est pas avec des agricultures de régie, ce n'est pas avec des grandes entreprises qui prendraient en gérance, je dirais, des sols, mais c'est bien avec une agriculture familiale, dynamique, organisée, qui doit s'organiser sur son territoire et qui doit adapter ses pratiques aux conditions nouvelles, celles qui vont être créées aussi par le changement climatique, au niveau de besoins en eau et des problèmes de température excessive, de stress hydrique. Et ça, c'est un véritable enjeu pour le futur, mais c'est aussi extrêmement important et intéressant par rapport au problème du carbone dans l'atmosphère. Parce que cette agriculture qui va se développer, grâce à l'intervention humaine et grâce au système de culture adapté, grâce à la sélection génétique également adaptée, eh bien c'est participer
à l'augmentation du puits de carbone. C'est-à-dire qu'en produisant de cette manière-là... Philippe Lisbonne, si vous voulez bien, je pense qu'on va continuer à enchaîner, puis on reviendra sur ces questions. Bien sûr. Pour pouvoir faire circuler la parole. En gros, je vous laisse terminer un petit peu, mais c'était passionnant. Donc on a bien retenu... J'allais terminer. Hein, voilà. On a bien retenu le gaspillage, on a bien retenu la géolocalisation, les enjeux africains qui avaient déjà été soulevés par Bruno Parmentier, et puis cette question du carbone, du cycle du carbone, sur laquelle bien sûr on va revenir. Merci beaucoup en tout cas. Alors, Jean-Yves Foucault, vous êtes le patron de l'Imagrin, et je crois que vous voulez souligner, vous, la différence très profonde qu'il y a entre la problématique qui se pose dans nos pays, à nous, et puis dans les pays en développement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, très rapidement, l'Imagrin, c'est avant tout au départ une coopérative. C'est des agriculteurs en Limagne qui se sont mis en commun pour aller au-delà de ce que vous pouvez faire individuellement. C'est important de le préciser parce que c'est un des éléments qui sert de fil conducteur à la plupart de nos choix et de nos stratégies. Donc c'est important pour moi. Je suis effectivement avant tout agriculteur dans le sud du Puy-de-Dôme, sur une exploitation moitié élevage, ovin-viande, et moitié culture. Et je suis effectivement président de la coopérative et du groupe l'Imagrin, qui quelque part aujourd'hui est présent dans 150 pays, à la fois sur des semences de grande culture, mais aussi de potagères. Ce qui nous donne une lecture de l'agriculture du monde sans doute un peu différente. Et je voudrais revenir rapidement sur la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, comment nourrir ces 9 milliards d'humains demain. Il me semble quand même qu'il faut faire un premier constat. L'agriculture des pays développés n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que l'agriculture des pays en voie de développement. Sur les pays développés, on a, me semble-t-il, une vraie question. C'est comment intégrer une nouvelle donnée, et je suis complètement d'accord sur le fait que ça va être l'an 1. Comment produire plus en produisant mieux et en étant sans doute beaucoup plus, et ça a été dit par les deux intervenants précédents, prenant beaucoup plus en compte tout ce qui est environnement. Ça, c'est une quasi-certitude. Et là, pour être très rapide, les réponses seront dans la recherche, dans l'innovation, dans l'intégration dans les programmes de recherche de données qu'on avait sans doute un peu laissées de côté, c'est-à-dire la capacité des sols à nourrir les plantes qu'on leur demande de produire, et donc mieux respecter globalement tout ce qui est ressources naturelles. Ça, c'est une quasi-certitude, et ça se fera sans doute par une accélération des programmes de recherche qui nous conduiront à une agriculture que moi je qualifierais de précision, c'est-à-dire plus apte à définir ce qu'il faudra faire pour préserver, améliorer la production et en même temps limiter au maximum les impacts sur notre environnement. Ça, ce sera la réponse pour les pays développés. Pour l'ensemble des pays en voie de développement, attention, on n'a pas du tout les mêmes préalables. On en a un premier, c'est tout simplement rétablir la paix et la stabilité minimum pour que des agriculteurs de ces territoires repensent à produire. C'est tout bête de dire ça, mais c'est quand même un préalable. Hein. Et on parlait de l'Afrique, c'est vraiment quelque chose d'important, particulièrement sur ces territoires. La deuxième notion, c'est toujours dans les pays en voie de développement, accompagner la réflexion des agriculteurs de ces territoires en termes de techniques. Donc leur donner aussi accès aux technologies, parce qu'ils en auront besoin. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est sans doute d'intégrer dans nos réflexions une dimension régionale en termes de stabilité économique. Là. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas demander à un agriculteur, où qu'il soit sur cette terre, et je le vis à titre personnel et je l'ai vécu depuis mon installation, de se projeter à 3, 4, 5 ans, le temps nécessaire. N'oubliez jamais que le pas de temps d'un agriculteur, c'est au minimum l'année. Un cycle, c'est 1 an. Il y a quelques zones sur le territoire où on peut faire ou sur la planète où on peut faire 2 productions dans l'année, mais globalement, c'est 1 an. Il faut être capable de se projeter
Pour se projeter, il faut avoir une quasi-certitude d'avoir un avenir économique. Autrement, vous ne le faites pas. Donc c'est une condition nécessaire. Les grands ensembles européens, américains ont bâti des politiques agricoles pour permettre ce développement. Si vous ne le faites pas et si on oublie cet élément-là, le reste a peu de chances de marcher. Dernier élément très important, me semble-t-il, à prendre en compte dans nos réflexions, c'est la concentration humaine dans de grandes agglomérations. Donc, le territoire diffus où on pouvait espérer faire les choses très localement, ce ne sera sans doute pas le modèle de demain. Donc, attention, il faut le prendre aussi en compte. Et je serais tenté de dire, une fois que ces préalables sur les pays en développement sont calés, là, on peut envisager un développement agricole qui, bien sûr, tiendra compte et sera enrichi par toutes les erreurs qu'on a pu faire éventuellement ailleurs. Pourquoi? Parce que là aussi, ça passera par de la recherche, de l'innovation, j'allais dire tout simplement l'intelligence humaine. Et ces choix-là sont, à mon avis, les choix fondamentaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir resitué en effet tous ces choix qui sont devant nous et on va y revenir dans la discussion. Qu'est-ce qu'il faut faire demain et en quoi il ne faut pas faire comme nous avons fait hier? Je me tourne vers Charles-Hervé Gruyer pour continuer déjà cette présentation, cette première salve d'intervention sur, vous nous dites, votre ferme, votre démarche et puis aussi comment vous vous inscrivez dans ce débat mondial. Merci Eric, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, cette question de nourrir l'humanité, c'est une interrogation qu'on a nous au quotidien. On est paysans, j'utilise volontairement le terme paysan plutôt qu'agriculteur et je préfère aussi ferme plutôt qu'exploitation, mais c'est une question de sémantique. Mais on est paysan sur une ferme absolument minuscule, au Bec et Loing, en Normandie, et en même temps, on se sent totalement concerné par toutes ces grandes thématiques. Comment nourrir les gens demain? Avec mon épouse Perrine, on a créé cette ferme en 2003. On a pris le statut d'agriculteur en 2006 sans connaître quoi que ce soit à l'agriculture, je vous l'avoue, sans avoir jamais vraiment fait une visite technique de ferme, sans avoir approché un établissement d'enseignement agricole comme celui que Bruno a dirigé. Donc avec une grande naïveté. Mais en même temps, on était préparé à cette aventure de devenir paysan alors qu'on était originaire d'Arras pour Perrine et de Paris pour moi. Vous voyez, on n'était vraiment pas du tout issus du monde agricole. On était préparé par des années et des années de voyage. Perrine était juriste international en Asie, en Chine et au Japon pendant 5 ans. Et moi-même, j'avais un bateau-école Fleur de l'Empole avec lequel, pendant 22 ans, on a étudié l'environnement tout autour de la planète. Et en particulier dans les pays du Sud. Donc, avec des scientifiques et en partageant la vie des gens. Donc, c'était une extraordinaire école de la nature, école d'humanité, qui nous a menés à partager la vie de petits paysans du Sud, sous toutes les latitudes, sous tous les continents. On s'est particulièrement intéressé au peuple premier, parce que moi, ce qui me fascine le plus, c'est notre rapport à la nature. Quelle relation l'humain établit avec la nature, avec la planète. Et voilà, c'est pas un scoop, hein, on est tous là parce que ces questions nous concernent, mais notre relation avec la nature est extrêmement malade actuellement. On est très fort pour tout un tas de réalisations technologiques, mais on est extrêmement mauvais dans notre rapport avec le monde vivant. Et si on veut continuer à habiter durablement cette planète, il faut qu'on trouve des solutions assez radicales, parce qu'on ne peut pas se contenter de petits replâtrages du système actuel, mettre quelques sparadraps par-ci, par-là. Non, ça ne sera pas suffisant, vu l'ampleur de la menace, vu les enjeux que les intervenants précédents ont très très bien décrits. Il faut réellement qu'on invente des modèles qui soient en rupture profonde avec notre société occidentale d'aujourd'hui. Et j'avais toujours pressenti que les peuples premiers, qui ont des technologies extrêmement simples et low-tech, mais parfaitement adaptées à leurs besoins, mais surtout qui ont développé une autre manière d'aborder la Terre, d'aborder le monde vivant, ils avaient quelque chose à nous dire, à nous occidentaux. Le but, ce n'est pas de revenir un Indien d'Amazonie ou un aborigène d'Australie, mais forcément, ces peuples-là ont quelque chose à nous dire sur notre rapport à la Terre. Et pendant 15 ans, on a partagé leur vie, la vie de leur communauté, et c'était une profonde source d'inspiration qui me sert énormément dans ma vie de paysan aujourd'hui. Un dernier facteur qui a préparé la création de la ferme du Bec et Loing, c'est bien évidemment l'étude des milieux naturels. Pendant ces 22 années de voyage, on a assisté à la dégradation de la planète
sous toutes les latitudes et de toutes les manières possibles et imaginables. Mais ça, on le sait tous, je préférais vous parler plutôt des solutions possibles que des catastrophes à venir, parce que ça, voilà, il suffit d'allumer sa télé pour en entendre parler. Donc, l'étude de la nature, et notamment d'écosystèmes relativement inviolés, qu'on avait parfois la chance d'aborder, c'est une école extraordinaire, et c'est un vivier de solutions inspirées par le vivant. Donc on peut les qualifier de inspirées par la vie. C'est un gisier de solutions extraordinaires, parce que la nature a quand même... La vie est apparue sur cette Terre depuis 3,8 milliards d'années, au moins, et elle a trouvé des solutions à tout un tas de problèmes sur lesquels nos sociétés dites avancées butent lamentablement. Et j'ai été en particulier très frappé par l'étude de la forêt amazonienne et des récifs coralliens. C'est fabuleux de se balader ou de plonger en Amazonie ou dans les récifs coralliens, parce que ce sont les deux écosystèmes les plus riches en biodiversité de la planète. Mais donc on en prend plein les mirettes, c'est juste somptueux. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est que la nature a eu le génie de créer ces deux milieux les plus riches dans des écosystèmes très très pauvres en ressources. Et ça m'a profondément frappé. Les forêts amazoniennes ont un sol qui est constamment lessivé par la pluie. Donc il y a très peu de nutriments dans les sols. Et pourtant, les arbres montent jusqu'à 80 mètres de haut. Et les récifs coralliens, il y a très peu de plancton dans les eaux chaudes. Et la vie explose dans des eaux où il y a peu de ressources. Et comment est-ce que la nature a eu le génie de réaliser ce tour de force? C'est justement parce que ce sont des milieux qui fonctionnent en boucle. Ce ne sont pas des systèmes linéaires comme on a tendance à créer en Occident aujourd'hui. Ce sont des systèmes circulaires au sein desquels tout interagit, tout est relié. Les déchets de l'un deviennent la ressource d'un autre, donc il n'y a pas ce gaspillage qu'évoquait Philippe. Et chaque élément remplit plusieurs fonctions, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments, et on a une solidité, on a une cohérence. Il y a un réseau extrêmement dense en Amazonie ou dans les récifs coralliens d'échanges, de relations, de coopération. Et c'est tout ça qui permet au tout d'être bien davantage que la somme des parties. Et voilà, on était tellement fascinés par l'observation de ces mondes-là qu'on cherchait une manière à nous de nous situer dans notre société, parce qu'on n'est ni des Indiens ni des aborigènes, vous l'auriez remarqué. Donc comment est-ce qu'on pouvait habiter en Occident en 2010, en 2015, dans notre société dont on fait partie, on est les enfants de ce monde-là, mais tout en contribuant à faire émerger des solutions, vous voyez. Et être paysan, finalement, progressivement, au fil des ans, c'était la solution qu'on a trouvée. Produire nous-mêmes notre nourriture. Au début, on a créé cette ferme pour nous, pour notre famille, pour nourrir nos enfants, comme Lila et Rose, qui sont là dans la salle. On avait ce souhait tout en vivant en Occident, d'avoir un rapport aussi intime avec la nature que celui qu'on avait pu vivre au sein des communautés d'Amérindiens, d'Aborigènes, de peuples d'Afrique ou d'Asie. Donc, on a acheté cette petite ferme du Bec et Loing en 2003. Elle fait 20 hectares aujourd'hui, mais le cœur de nos activités s'exerce grosso modo sur moins de 2 hectares. Donc c'est vraiment tout petit. Et on a cherché à renaturer. Pour nous, on ne pensait même pas apporter une contribution à l'ensemble de la planète, ça serait très prétentieux. Mais on a planté énormément d'arbres, de haies, on a diversifié, on a complexifié cette espèce de mauvais herbage qui nous accueillait. On a creusé beaucoup de mares, une vingtaine de mares, on a introduit des animaux dans le système. Et puis c'était tellement passionnant, ça nous prenait aux tripes, qu'on cherchait aussi un sens à nos vies, et j'ai réussi en 2006 à convaincre Perrine de devenir agriculteur. Donc on est devenu agriculteur bio, sans même jamais avoir visité une ferme bio, ce qui était un peu gonflé. Et on a continué sur cette lancée. On a essuyé toutes les difficultés du monde, on a fait, pour rester poli, toutes les bêtises du monde. Donc c'était un apprentissage laborieux, on n'a rien gagné pendant des années. Avec une famille, avec 4 filles à nourrir, c'est pas toujours évident. Et en même temps, on a constamment cherché des solutions. Mais comme notre projet, c'était de vivre dans une harmonie la plus intime possible avec la planète, je dirais qu'on a cherché ces solutions dans l'observation de la nature, ou dans l'observation de peuples premiers, ou également dans l'observation de sociétés paysannes relativement traditionnelles. Mais en même temps, notre démarche n'est pas du tout passéiste. On a aussi cherché des solutions dans les dernières avancées de la science contemporaine. On vit une époque quand même pleine d'opportunités, on vit une époque qui est terrorisante, mais elle est en même temps pleine d'opportunités parce que, par exemple, nos connaissances en matière de biologie, dans les sciences du vivant, doublent tous les 5 ans.
Donc on sait bien mieux aujourd'hui que par le passé comment fonctionne la nature. Donc on a cherché à faire une sorte de melting pot au sein de la ferme, de solutions inspirées de la nature, inspirées des traditions de l'humanité, mais aussi également inspirées des dernières avancées de la science contemporaine, et je pense notamment en matière de connaissance des sols. On a fait notre petite salade comme ça, mais on a découvert en 2008 un système qui s'appelle la permaculture, qui pour nous a été profondément inspirant. La permaculture, c'est une approche qui est née dans les années 70 en Australie, qui s'est assez vite répandue dans le monde, qui est encore relativement peu connue dans le monde francophone parce que les pères fondateurs étaient anglophones, mais c'est en train la permaculture réalise une percée majeure en ce moment, y compris chez nous. L'idée de la permaculture, c'est extrêmement simple. Un enfant de 4 ans peut la comprendre. C'est s'inspirer de la nature, justement. Et s'inspirer de la nature, prendre la nature comme modèle, ça veut dire on va chercher comment créer des installations humaines qui fonctionnent autant que faire se peut comme des écosystèmes naturels. Alors évidemment, ça peut être une ferme, ça peut être un jardin, mais ça peut être aussi une entreprise, ça peut être l'Imagrin, ça peut être Sophie Protéol, ça peut être une ville. La permaculture a donné naissance au mouvement des villes en transition. Actuellement, on échange avec pas mal de villes, et notamment la mairie de Paris, pour voir comment les concepts de la permaculture peuvent venir féconder notre manière de vivre en ville, etc. Donc l'idée, c'est de recréer un système bouclé dans lequel tout interagit, comme les écosystèmes naturels. Alors, c'était passionnant. Je vois Eric qui me regarde d'un air attentif. Je vais bientôt arrêter, Eric. Je suis passionné. J'ai encore 3 minutes. Alors, la permaculture, c'était une source d'inspiration majeure. Et en même temps, on a assez vite buté sur un obstacle, c'est que, paradoxalement, la permaculture a peu rencontré l'agriculture contemporaine, et en particulier, puisqu'on est agriculteur bio et on n'imagine pas faire autrement, l'agriculture biologique. On a un peu un paradoxe, c'est que cette approche qui s'inspire du monde vivant et qui prend la nature pour modèle a peu rencontré le monde agricole. Elle a été plutôt formulée, je dirais, pour des projets d'autosuffisance ou des projets à échelle familiale ou associative. Et ce que je vous dis est vrai tant en France que dans le monde anglo-saxon où la permaculture est implantée depuis beaucoup plus longtemps. On a des échos des États-Unis, d'Australie ou d'ailleurs qui montrent que la permaculture a peu rencontré le monde de l'agriculture professionnelle. Alors voilà, on s'est dit avec Perrine vers 2008-2010 que notre mission c'était peut-être d'essayer de favoriser ce croisement. Et la permaculture n'est pas un système technique, c'est plutôt un système conceptuel qui va nous permettre de dessiner nos installations humaines, de les concevoir, vous voyez, de manière à ce que tous ces échanges puissent s'opérer. Mais du coup, comme elle ne nous dit pas grand-chose d'un point de vue technique, on a cherché ces techniques, notamment dans le micro-maraîchage aux États-Unis, dans la micro-agriculture jardinée au Japon ou en Corée. On a redécouvert un héritage fabuleux qui était largement occulté de notre mémoire francophone. C'est que Paris était grosso modo nourri en légumes produits intramuros, donc dans la ville, pendant grosso modo toute la seconde moitié du XIXe siècle. Et les maraîchers parisiens étaient soumis à une grande tension sur le foncier déjà à l'époque. Donc le foncier était déjà très cher. Donc soit ils disparaissaient, ils allaient s'installer en province comme leurs confrères, soit ils devenaient super bons. Et ils sont devenus super bons. Donc on se nourrit. Un jour, on va être plongé dans un manuel de 1845. Un autre jour, dans une publication scientifique, peut-être de Bruno Parmentier, j'en sais rien. Et on essaie d'adapter tout ça à la lumière de la permaculture. Et assez vite, on a observé que, alors même qu'on faisait tout avec un cheval de trait les premières années, et à la main ensuite, pour se passer d'énergie fossile, parce que j'espère, Bruno, Eric, pardon, que vous me redonnerez la parole pour parler des énergies fossiles, parce que... Quand vous l'aurez laissé, je vous assure voilà, que vous la redonnerez après. Merci, voilà. Donc je garde ce sujet pour plus tard, mais notre dépendance aux énergies fossiles est quand même un problème majeur en matière d'agriculture et d'une manière générale. Donc on a fait le choix de faire tout à la main. Au début, c'était vraiment une posture éthique. C'était se dire qu'on ne voulait pas contribuer à réchauffer plus le climat, à détruire les sols. On cherche comment stocker du carbone. Et finalement, on se demandait vraiment si on allait rendre notre projet économiquement viable, parce qu'il y a aussi une dimension de viabilité économique qui est présente dans notre projet. Et finalement, les agronomes ont commencé à venir visiter la ferme, je dirais même du monde entier, et même des grosses pointures, et ils étaient surpris par le fait qu'une ferme qui était toute petite, cultivée à la main, dans les secteurs qui sont les nôtres, on n'a aucune expertise dans les céréales comme nos confrères, mais dans les secteurs du maraîchage, des fruits, des petits fruits, du petit élevage, des plantes aromatiques et médicinales, eh bien la production devenait vraiment très importante. Et je vais conclure par là. On a démarré fin 2011 une étude menée en partenariat avec l'INRA et AgroParisTech,
parrainé par 7 ou 8 fondations, dont la Fondation de France, et qui regroupe dans le comité scientifique d'éminents chercheurs. Et pendant 40 mois, ce qui n'est pas rien, on a isolé une parcelle de 1000 m² au cœur de la ferme, mais qui fait partie de la ferme, qui échange avec le reste de la ferme, et on a quantifié tout ce qui rentre et tout ce qui ressort de ces 1000 m². Et on a attribué une valeur à cette production, uniquement à la production commercialisée. Et le rapport scientifique final a été publié cette semaine, il est sur notre site, fermedubec.com, vous pouvez vous y plonger. Et on a vu que les 12 derniers mois, un équivalent temps plein avait permis de créer 55 000 € de valeur commercialisée sur 1000 m² cultivés. Ce qui est une pure révolution en matière de maraîchage bio. C'est plutôt plus que ce que produisent nos confrères sur 1 hectare ou plus. Sans pétrole, tout en stockant du carbone, et avec des externalités positives, c'est-à-dire un impact sur la planète très positif, parce qu'on stocke du carbone, on enrichit les sols et on enrichit la biodiversité. C'est de cette expérience, voilà, qui nous donne une légitimité, je dirais, pour peut-être proposer des solutions pour l'agriculture de demain. Merci pour votre patience. Merci Charles-Hervé Gruyer. On était d'autant plus patients que c'était passionnant. Alors, il y a quelques étudiants qui ont préparé des questions pour nos intervenants. Je vais leur demander, à la lumière de ce qui a été dit déjà, si l'un d'entre vous veut se présenter et poser une première question. Vous avez le micro devant vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour le partage pour le partage en général. J'ai une question à tous, qui s'adresse à tous. Vous l'avez déjà cité, nourrir l'humanité est une tâche très difficile. Et Monsieur Parmentier, vous avez aussi nommé les enjeux démographiques, que la population mondiale est en train de croître, que le pouvoir d'achat dans les pays justement très peuplés est en train de croître aussi. Et ma première question est donc quelles ressources et quelles techniques politiques, biologiques, chimiques, et peut-être aussi des modèles communautaires, disposons-nous justement pour satisfaire cette demande qui croît dans la production alimentaire, notamment de viande? Merci pour cette question. J'espère que tout le monde a pu entendre. Donc effectivement, à la lumière des enjeux qui sont posés, c'est le comment. C'est comment peut-on, avec quelle technique, quelle technologie, quelles ressources peut-on atteindre les objectifs que l'on veut se fixer de nourrir la planète. Bruno Parmentier. Alors, je pense que Charles a donné quelques pistes. Il ne faut pas croire qu'on est au maximum de la production mondiale de nourriture. D'abord, il n'y a qu'à peu près la moitié des terres du monde qui sont vraiment productives. Je veux dire, la productivité des terres en Afrique est absolument ridicule, très mauvaise. Il faut se rendre compte que dans nombre de pays africains, on produit moins de nourriture que le jour de la décolonisation. Je veux dire, il y a beaucoup de continents. En France, on a grosso modo triplé la production agricole en 50 ans. Mais à Madagascar, on produit moins que le jour de la décolonisation. En Algérie, on produit moins que le jour de la décolonisation. C'est en partie ça qui explique cette nouvelle colonisation. Les Chinois qui ont besoin de manger disent je vais aller chercher des terres. Je veux dire, ils font comme nous au XIXe siècle, enfin de façon beaucoup plus pacifique. Ils n'envoient pas l'armée. Ils y vont à coup de carnet de chèques. Mais attendez, les riches capitalistes européens, américains font exactement la même chose. On spécule sur les terres partout. Mais évidemment, on spécule sur les terres qui sont pas chères, celles où on ne produit pas, les terres de crève la faim. Mais d'un côté, on peut dire c'est scandaleux. Mais d'un autre côté, le fait qu'il y ait plein de riches du monde qui disent mais attendez, sur cette terre, je peux produire beaucoup plus, c'est d'un côté rassurant. On a énormément de réserves d'augmentation de production sur énormément de terres du monde. Le problème, c'est de faire, comme il a fait, un pas de côté. C'est-à-dire, on ne va pas y arriver en consommant toujours plus de pétrole et en réchauffant la planète, toujours plus de chimie, toujours plus de tracteurs, etc., etc. Et à l'inverse, comme il l'a très bien expliqué, la nature, elle n'a jamais eu besoin d'engrais, elle n'a jamais eu besoin de labour. Se débrouille toute seule. Et attendez, et en plus, là où la nature est la plus riche, comme il a dit, c'est là où il y a le moins de ressources.
Donc d'un côté, on peut être extrêmement optimiste. Quand on voit qu'il produit à lui tout seul, sur un dixième d'hectare, autant qu'un hectare, quasiment sans aucun produit chimique et sans pétrole, c'est vachement rassurant. Je veux dire, vous vous rendez compte qu'on est, pour le moment, on est au début du balbutiement de l'agriculture. Alors, les adjectifs, c'est compliqué, hein, bio, truc, machin, etc. Enfin, allez, je vais faire une provoque. L'INRA, grand secteur de recherche agricole en France, ils sont 7000. Ils ont coupé en deux. Ils ont dit, j'en mets 6950 sur l'agriculture chimique et 50 sur l'agriculture bio. 40 ans passés. Bon, à votre avis, on est meilleur en agriculture chimique ou on est meilleur en agriculture écologique? Attendez, il faut avoir le courage de dire, grosso modo, les découvertes de l'agriculture chimique, elles sont derrière nous. Il n'y a plus énormément, il y a encore beaucoup en biorespiration, il n'y a plus énormément de choses à apprendre. En revanche, les découvertes de l'agriculture bio ou la permaculture ou l'agroécologie, elles sont toutes devant nous, puisqu'on regardait ailleurs. Donc il y a énormément à apprendre en faisant un pas de côté, comme il l'a démontré avec beaucoup d'éloquence. Alors, merci beaucoup Bruno Parmentier. Je me tourne vers Jean-Yves Foucault et Philippe Tillousborne. Est-ce que on va abandonner, on va renoncer ou on va très fortement diminuer ce qui a fait, j'allais dire, l'étincelle de l'agriculture d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la mécanisation qui est devenue d'ailleurs motorisation, et puis les engrais, la chimie, tout ce qui a permis cette grande augmentation de la productivité. Si on reprend la thématique qui est posée, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai bien insisté sur le fait qu'on avait deux sous-ensembles. Un ensemble pays développé et un ensemble pays en voie de développement. Parce que c'est typiquement la question. Vous avez tout à l'heure, très brillamment, rappelé que vous aviez fait le choix de l'agriculture après un parcours différent. C'est mon cas aussi. J'ai vraiment fait le choix de ce métier. J'ai d'ailleurs fait autre chose aussi pendant 11 ans. Et mon épouse était installée, elle, on a fait le chemin inverse, elle était installée avant moi, puisqu'elle a été agricultrice pendant 11 ans avant. Et ce choix, on l'a fait avec une approche qui n'est pas la même que la vôtre, mais qui, quelque part, met bien en évidence que pour nous, déjà, notre responsabilité d'agriculteur, c'était bien d'exercer ce métier pour nourrir au mieux nos contemporains dans l'environnement du moment. Ça a guidé à la fois notre carrière professionnelle, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours un équilibre entre les ovins et les cultures. Il y a toujours je serais tenté de dire, une espèce d'approche agro-environnementale avant l'heure. Et quelque part, ça a aussi guidé le choix d'être responsable professionnel, y compris dans la coopérative. Pourquoi ? Parce que toutes les questions que vous soulevez, finalement, c'est quelle va être la responsabilité de l'agriculteur demain dans l'acte de production. Il a été, avec un parcours donné, dans un environnement économique donné, c'est notre histoire. Moi, je rappelle souvent que toute ma formation initiale, c'est des données INRA. On ne peut pas, me semble-t-il, faire un procès aux chercheurs de l'INRA sur une volonté machiavélique de faire ci ou ça. Non. Ça a été des conduites de recherche correspondant à la demande du moment et de la société du moment. Pourquoi aujourd'hui un groupe comme l'Imagrin se pose un certain nombre de questions? C'est parce qu'on est effectivement conscient de la situation. Mes adhérents, je rappelle au passage, ça peut paraître un détail, mais il est important. Mes adhérents, c'est une taille moyenne d'exploitation de 80 hectares. C'est beaucoup par rapport à votre modèle maraîcher, je vous l'accorde. C'est petit par rapport à un modèle grande culture, voire grande culture élevage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le groupe et la coopérative au départ a su assurer ou permettre à ces agriculteurs d'exercer leur métier avec une valorisation qui quelque part n'a pas fait fuir les jeunes. Ça peut paraître bizarre de dire ça. Et je suis convaincu, moi, aujourd'hui, puisque c'est mon cas, je suis, moi, près de la sortie. Vous avez pu voir que mes cheveux sont plutôt blancs. Donc ça traduit quand même un peu d'histoire. Et j'ai 3 enfants qui sont en train de regarder l'hypothèse de reprendre l'exploitation familiale. Ils le font et ils découvriront les chemins. Ce n'est sûrement pas à moi
de leur dire « vous pratiquerez telle ou telle agriculture ». Non. D'abord, ce serait très prétentieux, et en plus, je suis sûr de me tromper, donc il ne faut surtout pas que je leur dise. Ce qui me paraît fondamental dans notre choix de modèle, c'est qu'il nous faudra, et il leur faudra, trouver les chemins permettant de tenir compte de la réalité de la société dans laquelle ils vivent, et donc de la demande des consommateurs. Je rappelle quand même qu'au bout du bout, c'est l'acte d'achat du consommateur qui pérennise ou pas le système. Alors après, je ne porte pas de jugement de valeur, celui-là c'est un constat. Et derrière, il y a quand même une autre dimension qui a été abordée. Et là, c'est pareil, c'est de la responsabilité, je suis désolé, mais de l'ensemble de la société. Quel modèle d'agriculture on veut, y compris dans l'organisation du foncier. On a parlé tout à l'heure de la position de la Chine, d'un certain nombre de pays qui ont besoin, parce qu'ils ont conscience que leur territoire pour nourrir leur population pose un problème, mais on peut aussi se poser la question du modèle d'agriculture qu'on veut en Europe. Est-ce qu'on veut aller vers des modèles comme on commence à en voir en Ukraine, de mégastructures, parce que là on peut parler de mégastructures. On dit l'agriculture de firme. Voilà, on parle d'agriculture de firme, ce qui est vrai. Il faut appeler un chat un chat. Ou de ce qu'on peut voir au Brésil, où là on a vraiment un pays qui est extraordinairement intéressant en termes d'évolution agricole. Vous avez des États du Sud qui ont des modèles d'agriculture très proches de ce qu'on peut avoir en Europe, et vous avez des États du Centre, je pense au Mato Grosso en particulier, parce que c'est certainement l'extrême, où vous avez des structures d'exploitation de 30 000, 100 000, 150 000 hectares. Au bout du bout, on ne sait même plus trop quelle est la taille de l'exploitation la plus grande. Mais là aussi, c'est un choix de société. Quelle est la place de l'alimentaire dans la décision du consommateur? Si le consommateur considère, et ce qui m'y fait penser, c'est votre remarque sur les externalités positives. C'est une des questions. Est-ce qu'on considère que c'est uniquement l'aliment mis à disposition qualitativement et quantitativement, ou est-ce que c'est l'aliment dans tout ce qu'il a permis? Je reviens sur ma coopérative. Elle a mis en place ce qu'on appelle, nous, un circuit court industriel. C'est quoi? C'est je réfléchis en termes de recherche à mettre au point une variété de blé, alors certes conduite en production unique, qui va permettre d'avoir un produit d'une certaine qualité et qui est produit dans le tout, c'est la production, le stockage, le broyage, c'est-à-dire la partie meunerie, et la partie production dans un rayon de d'une centaine de kilomètres. Je n'ai pas vérifié exactement le chiffre. Donc, est-ce que c'est une valeur supplémentaire ou est-ce que ce n'en est pas? Et surtout, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que ce qui nous motive, on est une société un peu à part, puisqu'on consacre 14,6% de notre chiffre d'affaires à la recherche. Mais la recherche tous azimuts, c'est qu'on ne s'interdit rien. On a des programmes de recherche aujourd'hui sur une meilleure compréhension de la vie des sols. On ne les avait pas il y a 15 ans ou il y a 20 ans. On les avait eus au tout début. On les avait un peu abandonnés, ils sont remis à l'ordre du jour. On veut comprendre, et ça rejoint vos questions, sur qu'est-ce qui se passe dans nos sols, quelle vie il y a, comment on peut améliorer certaines performances de la vie de ces sols. Tous ces éléments-là, on les a en souci aujourd'hui. On les a aussi sur des programmes de bioeffecteurs, c'est-à-dire de compréhension d'un certain nombre de phénomènes. Et là, on revient à votre monde marin, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le CNRS a des choses très intéressantes sur l'étude des algues et de tout ce qu'on peut attendre de ce qui va sortir de ces recherches-là. C'est des domaines qui nous intéressent énormément, parce qu'on sait très bien, et c'est peut-être ce qui nous différencie, c'est qu'on sait très bien que ces éléments-là vont être déterminants demain. Nous, on est convaincus qu'on ne peut pas y aller d'un coup. Alors, c'est peut-être ça notre vraie différence. Vous êtes convaincus que vous pouvez le faire très rapidement. Nous, on est convaincus que ça se fera progressivement. Merci Jean-Yves Foucault. Alors, Philippe Tillousbord, est-ce que la notion de progrès doit être revisitée de manière à ce que pour atteindre les objectifs dont on parle depuis le début de ce débat, eh bien, il faille non seulement renoncer à des pratiques, j'allais dire non pas ancestrales, mais celles qui étaient celles de la modernité après la guerre? Est-ce qu'il faut tout réinventer ou est-ce qu'il faut faire un mélange? Est-ce que c'est un alliage ou une alliance entre des techniques modernes d'hier et une modernité à inventer demain? Je pense que disons, on est plutôt dans une évolution des techniques.
Pour certains aspects, on pourra peut-être parler de rupture, mais je pense que globalement, on est plutôt dans une évolution. Je pense qu'un des points très très forts, c'est qu'on va revenir, et moi j'en suis très heureux, à véritablement l'importance de l'agronomie dans la production agricole. Et ça, c'est quand même le fondement de l'agriculture. Et quand on parle d'agronomie, ça veut dire que là, l'agriculteur est essentiel dans le dispositif. Il y a eu un peu de provocation tout à l'heure à l'égard de l'INRA. Je pense que c'est vraiment très exagéré, surtout pour une grande maison comme celle-là, et qui a fait vraiment progresser l'ensemble de nos connaissances. Mais effectivement, quand on en parle d'ailleurs avec les dirigeants de l'INRA, ils reconnaissent que beaucoup de choses nouvelles proviennent de l'observation même, et je retrouve les propos de Charles tout à l'heure, de l'observation même des agriculteurs. Faire progresser, par exemple, les techniques culturales, avec la notion d'agronomie derrière, pouvoir faire ressortir aujourd'hui l'existence, la nécessité plutôt, je dirais, de cultures intercalaires, c'est-à-dire avoir le sol toujours couvert, avoir des plants de campagne, c'est-à-dire semer en même temps deux plantes d'espèces différentes qui vont grandir, une qui va, mourir avant que l'autre arrive à maturité et va laisser de la matière organique sur le sol. Tout ça, c'est de nouvelles méthodes d'approche de l'agronomie et qui sont issues de l'observation. Et derrière, j'ai envie de dire, l'INRA ou les centres techniques essayent d'apporter de la rationalisation dans ces techniques-là. Mais on voit bien que l'agriculteur est au centre de l'innovation et de l'évolution. On va aussi pouvoir utiliser des méthodes, et ça c'est vraiment de l'innovation aussi venant de l'extérieur, des méthodes, permettant de l'agriculture de précision. C'est-à-dire pour ce qui est lorsqu'il y en aura encore besoin, de produits phytosanitaires, bien apporter juste ce qu'il faut au pied de la plante et pas en mettre partout autour. Les intrants, c'est la même chose. On sait bien que de toute façon, il est préférable que la plante qui absorbe de l'azote pour grandir, pour se construire, pour faire de la protéine, mais aussi pour que la chlorophylle existe. Ne pas oublier que la chlorophylle, c'est un noyau d'azote un peu comme le fer et l'hémoglobine du sang. Donc, absolument nécessaire. L'azote nitrique, puisque la plante, en dehors des légumineuses, n'absorbe que l'azote nitrique, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'excès d'azote. Elle provient de la matière organique, de la dégradation de la matière organique, mais s'il faut en apporter un peu plus, apporter juste ce qu'il faut. Donc, des techniques de précision qui sont possibles aujourd'hui grâce à la mesure, grâce à... il y en a qui font même... des projections en disant on va utiliser un peu comme l'eau, le goutte à goutte, de l'apport, des quantités d'engrais par des robots. Bon, on a le droit de spéculer un peu, de rêver. Mais peu importe. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment l'observation de l'agriculteur, l'agronomie qui va être vraiment au centre de l'évolution, avec des possibilités énormes, à la fois de jouer le rôle du sol en tant que puits de carbone d'une manière beaucoup plus accrue et d'une amélioration finalement de la productivité et d'un plus grand respect de l'environnement. Si vous le permettez, ça c'est vraiment, quelque chose qui est facilement et rapidement développable au niveau de nos zones tempérées, au niveau comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, des zones qui sont déjà bien développées et en production. Par contre, ce qu'il faut bien retenir, c'est que, je le mentionnais derrière, là j'ai été un peu saqué dans la fin de mon propos, mais c'est normal, mais je ne le vois pas, alors il ne peut pas, parce que s'il me fait des gestes pour que je suis trop long, je ne le vois pas, donc je suis désolé pour la salle et pour Eric.
Il est clair que quand on parle du challenge africain, qui est vraiment fondamental, Bruno le disait tout à l'heure, la productivité est vraiment très faible en Afrique. Et il y a beaucoup de terres, de réserves de terres, et surtout une amélioration de la productivité sur les terres qui existent. Alors, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas renouveler certaines erreurs de l'après-guerre, où là aussi, il fallait rattraper sur notre continent européen les années de guerre, comme ça a été aussi mentionné. Il y a à prendre soin d'abord, je dirais, de l'organisation de l'agriculture familiale bien adaptée pour ce continent. Ça, c'est fondamental. On a souligné le problème de l'agriculture de rente. C'est vraiment pas ça qu'il faut favoriser. Et évidemment, les techniques adaptées. Et je pense que du côté des agriculteurs africains, qui ont le souci, je dirais, de l'observation, de la connaissance également de leur environnement, ils vont très certainement, tout en sachant bien qu'ils doivent progresser dans leur rendement, dans leur production, mais utiliser les rotations, utiliser à la fois les productions classiques existant sur leur terre, leur zone géographique bien adaptée, mais également tenir compte, comme je le disais tout à l'heure, des progrès génétiques indispensables qui seront nécessaires, d'où l'existence actuellement de la mise en œuvre d'un conservatoire génétique du matériel végétal en Afrique, avec le soutien du CIRAD, parce qu'il n'y a pas eu pendant de nombreuses années de sélection et de renouvellement, je dirais, du matériel génétique, et en plus, qui plus est, il faut savoir au bon moment à la fois l'améliorer pour qu'il puisse résister aux nouvelles données qu'on va avoir, vu le réchauffement et vu surtout les périodes intenses de sécheresse qui peuvent exister. Donc tout ça, c'est du travail, tout ça, c'est de l'innovation, tout ça, c'est de la recherche, mais toujours au départ de l'observation. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour répondre à cette problématique. Merci beaucoup, Philippe Thiusbord. Vous pouvez l'applaudir. Alors, on est en pleine COP21, on parle des énergies fossiles et des énergies renouvelables. Comment ce problème-là entre-t-il en résonance avec l'agriculture de demain, Charles Hervé Gruyé? Oui, on est face à des questions essentielles, majeures et très complexes et honnêtement pas évidentes du tout à résoudre. Donc je comprends les préoccupations de Philippe, de Jean-Yves sur effectivement la nécessité de faire évoluer le système, à quel rythme, voilà, et par quels moyens. C'est pas évident, le monde agricole, on a appris un petit peu à le connaître, c'est un gros paquebot, on ne fait pas bouger des grosses structures et un héritage de plusieurs dizaines d'années comme ça en claquant des doigts. Mais cette question de rythme est quand même maintenant extrêmement importante, on est en pleine COP21. Est-ce qu'on peut se permettre d'évoluer lentement vis-à-vis du climat, vis-à-vis de la planète? Moi, je suis persuadé qu'il faut évoluer le plus vite possible, mais honnêtement, je ne sais pas très bien comment il faut faire. Voilà. Parce qu'il y a quand même une question clé, et vous posez la question des ressources pour nourrir l'humanité demain, il y a une question clé, effectivement, les ressources et notamment les énergies fossiles. Vous le savez tous, mais le pétrole, c'est un produit extraordinaire. L'énergie qui est stockée dans un litre de pétrole, c'est juste fabuleux. Et c'est un cadeau de la nature, n'est-ce pas? Le pétrole a été généré par les processus naturels. Alors depuis 100 ans, 150 ans qu'on a découvert ce nouveau jouet, cette énergie tellement concentrée, on en a usé, abusé jusqu'à la nausée. Vous voyez, tout ici dans cette salle est dépendant du pétrole. Tout. Nos habits, le micro, les lumières, le mobilier, tout, la caméra, les projecteurs. On est en pleine COP21, on parle de questions d'écologie, mais avec une débauche d'énergie fossile autour de nous, n'est-ce pas? Et dans le monde de la permaculture, on est très sensible à cette question des énergies qu'on utilise. Parce que cette abondance de pétrole qu'on a utilisée depuis quelques décennies, c'est elle qui nous a permis de nous affranchir des lois du vivant, notamment dans le monde agricole, de transgresser les lois de la nature. La nature ne fonctionne
pas du tout comme l'agriculture industrielle contemporaine. Elle fonctionne quasiment à l'opposé. Et ce qui a permis l'émergence de ces nouveaux modèles industriels et de cette agriculture copiée sur les modèles industriels et de cette société dont nous sommes tous les enfants, n'est-ce pas? C'est ce recours aux énergies fossiles. Voilà. On s'aperçoit maintenant que quelques décennies ont suffi à bouleverser tous les grands équilibres du monde vivant, de la planète. Et que stabiliser le climat à moins de 2 degrés, c'est un défi inouï. On est très très loin d'être gagné. On est même mal parti pour stabiliser le climat en dessous des 2 degrés. Et ce qui veut dire que le prix à payer pour avoir l'abondance que nous, petites poignées de nantis, connaissons au jour d'aujourd'hui, c'est flinguer une planète et c'est au détriment des générations futures. Et l'agriculture, pour en revenir plus particulièrement au secteur qui nous intéresse ce matin, est extrêmement, l'agriculture contemporaine, l'agriculture des pays du Nord, mais qui s'est largement exportée à travers la planète, elle est même totalement dépendante du pétrole. Au niveau des fermes, si on prend en moyenne les productions végétales et animales, pour produire une calorie alimentaire, il faut en moyenne injecter 2 calories d'énergie fossile au jour d'aujourd'hui. Pour rappel, il y a une étude sur des paysans chinois dans les années 1930. Pour 1 calorie investie par un paysan chinois à l'époque, il en récoltait 40. Donc déjà, investir 2 calories d'énergie fossile pour en produire une, est-ce qu'on peut se permettre de faire ça durablement? Et après, la question, c'est aussi toute la chaîne en aval, toute cette mondialisation des denrées alimentaires qui a permis une énergie pas chère et surabondante. C'est que pour qu'une calorie arrive dans nos assiettes, il faut de 8 à 12 calories d'énergie fossile, si on inclut toute la chaîne de transport, transformation, réfrigération, conditionnement, stockage, distribution et réfrigération dans nos maisons, etc., n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'une société peut se permettre de vivre en produisant 1 calorie avec 10 à 12 calories d'énergie fossile? À l'évidence, non. Alors, l'agriculture nord-américaine, vous voyez, ils sont toujours un peu pionniers dans le meilleur comme dans le pire. Au jour d'aujourd'hui, pour produire $4 de produits agricoles, ils utilisent 2,7 $ de produits à base de pétrole. Et l'agriculture américaine, qui donne une illusion de toute puissance, est en réalité sous perfusion des subventions et des marchés. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir en France à peine 3% de la population qui soit agriculteur, et aux États-Unis à peine 1% de la population qui soit agriculteur, si on se passait de pétrole? À l'évidence, non. Il faudra, si on veut inventer un monde post-pétrole, qu'un grand nombre d'entre nous se reconnaissent à cette fonction nourricière. Alors oui, alors justement Bruno Parmentier, tout à l'heure en introduction vous nous disiez il faut une écologie, une agriculture plutôt écologiquement intensive. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y ait plus d'énergie fossile comme vient de les décrire Charles, c'est-à-dire sans pétrole ou en tout cas beaucoup moins dépendante de ces énergies? Alors d'abord, il faut arrêter de penser tout ou rien. Et on est spécialiste des clivages. Alors vous êtes bio, vous êtes productiviste. Vous êtes permaculture, vous êtes bio. Vous êtes, je sais pas quoi, agriculture de précision, vous êtes, etc. Enfin, je veux dire, le monde, il n'est pas blanc ou noir, il est gris. Je veux dire, le problème, c'est pas la photo, c'est vers où on va. Donc, à l'évidence, il faut se faire à manger en utilisant beaucoup moins d'énergie fossile. Alors, la plus grande énergie fossile, c'est pas l'essence qu'on met dans le tracteur, hein. C'est l'engrais azoté. L'engrais azoté, c'est que du gaz. Hein. Voilà, donc voilà. Alors, on a trouvé un autre truc. Maintenant, il y a les gaz de schiste. Donc, aux États-Unis, au Canada, tout d'un coup, on a l'impression que ça redémarre. Mais enfin, le prix à payer, il est fou. Enfin, l'agriculture, non seulement elle consomme énormément d'énergie fossile, mais je vous rappelle, c'est le quart des gaz à effet de serre. Parce que c'est pas tellement le gaz carbonique, hein. La moitié de la pollution, on va dire, de l'agriculture, c'est directement issu des engrais azotés. Hein. C'est le patoxyde d'azote, voilà, c'est la moitié. Et c'est quand même un gaz qui est 278 fois plus polluant que le gaz carbonique. Alors on en produit peu, mais enfin, grands effets. Et puis ensuite, c'est l'élevage avec le méthane. Hein, c'est le pet du lapin. Enfin, plutôt le rot de la vache, voilà. On va dire, je veux dire, la digestion des matières organiques en milieu humide. Bon, et donc, l'agriculture ne peut pas, quelque part, faire l'innocente et dire je produis autant de gaz à effet de serre que le transport, mais enfin, c'est pas mon problème. Moi, je suis victime, je vous fais à manger. Ben, tout le monde doit se regarder
et dire je dois impérativement arrêter de réchauffer la planète. Mais alors en plus, du coup l'agriculture, elle est punie par là où elle a pêché. Sauf que c'est pas les mêmes. C'est dans les pays du Nord qu'on pêche, je veux dire, et puis c'est dans les pays du Sud qu'on récolte les ouragans, voilà, ou les sécheresses, ou les épidémies. Mais donc globalement, c'est vrai que c'est très compliqué. Et en plus, et c'est ça qui est très intéressant dans les rapports entre l'agriculture et le réchauffement climatique, je veux dire, on a balancé plein de gaz à effet de serre de façon irresponsable. Alors le premier truc à la conférence de Paris, c'est de dire arrêtons tout. Arrêtons de balancer des gaz à effet de serre. On voit bien que... Mais il y a quand même une deuxième réflexion, si on a récupéré un peu. Si on a récupéré un peu. Et là, c'est quand même très intéressant, parce que la quantité en trop de gaz à effet de serre qu'il y a, finalement, c'est une toute petite partie du carbone qui est sur Terre. C'est 165 gigatonnes. Dans le sol, il y en a 2300. Donc si on récupère une partie de ces 165 gigatonnes dans le sol, non seulement c'est bon pour se faire à manger, parce que plus les sols sont pleins de carbone, d'azote et de phosphore, plus ils produisent, mais en plus, c'est génial, on va à la fois se faire à manger et refroidir la planète. Et quelque part, je veux dire, c'est un vrai changement. Alors, au milieu de ça, c'est l'arbre. Mais l'arbre, attendez, on pense qu'il y a environ 300 millions d'hectares qu'on peut reforester sur Terre. Soit par des forêts, soit par de l'agroforesterie. Dans la région parisienne, il faut imaginer qu'à terme, il y aura une rangée d'arbres tous les 20 mètres. Ça va changer les paysages. Voilà. Bon, mais attendez, c'est pas du tout ce qu'on fait. Vous savez combien on en a abattu l'année dernière? 18 millions. Alors, on en replante 300 millions, ou on en arrache 18 millions. Je veux dire, là, c'est vraiment, on est au pied du mur. Et puis, le labour avec de l'engrais azoté, finalement, c'est ça qui balance énormément de gaz à effet de serre délétère. Mais j'imagine que monsieur il laboure plus, quelque part. C'est une histoire de fou. On n'a jamais labouré dans les prairies de montagne, pourtant ça marche très bien. On n'a jamais labouré dans les forêts vierges, pourtant ça marche très bien. Et donc cette idée qu'on a par exemple, c'est beau, le champ est mort, il est tout marron, mais c'est fou. Je veux dire, il faut cultiver en permanence, 365 jours par an. Il faut intégrer, couvrir les sols, et réenfoncer ce carbone dans l'atmosphère. Et donc, en fait, l'agriculture, elle est complètement au cœur du problème du réchauffement climatique. Elle ne peut pas se mettre en dehors. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on peut se nourrir à 9,5 milliards tout en contribuant efficacement à refroidir la planète. Donc finalement, il y a quand même plein de solutions. Merci beaucoup Bruno. Alors, c'est un paradoxe de faire un débat aussi riche sur l'agriculture, son devenir et de rester sur sa fin, mais je crois que c'est toujours le genre qui veut ça, c'est-à-dire qu'on ressort avec plus de questions qu'avec de connaissances, mais on a eu, je pense, à travers les 4 interventions et les questions qui ont été posées à nos intervenants, beaucoup d'éléments de réponse, beaucoup d'éléments de réflexion pour se dire effectivement, et vous l'avez dit Bruno à la fin, on est les champions des clivages, on le voit bien dans ce pays, on le verra peut-être encore même demain, mais c'est vrai que le clivage ne doit pas être ce qui domine. Ce qui domine, c'est l'alliance, l'alliage. Il y a des savoirs. De ces savoirs-là, il faut pouvoir en tirer le meilleur de ce qu'on sait déjà et de ce qu'on va encore apprendre de nous-mêmes, apprendre de cette magnifique activité qu'est l'agriculture, parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus généreux sur la planète, c'est de donner à manger à l'autre et de se donner à manger à soi pour vivre, pour devenir ce qu'on doit être. Merci beaucoup de votre écoute, de votre participation et merci encore à nos intervenants. Bravo. Bravo, monsieur. Bravo, parce que j'ai essayé de vous comprendre un petit peu.